mais pas au profit d'une classe entrepreneuriale. Il faudrait s'en débarrasser au profit du peuple, c'est-à-dire aller vers le référendum d'initiative populaire. Charles Gave, dans la finance depuis 50 ans. Depuis 50 ans, j'essaie de comprendre pourquoi ça monte ou ça baisse. Chaque fois que je crois que j'ai compris, j'ai pas compris. Mais c'est un métier extrêmement intéressant parce que il a été créé pour que le maximum de gens se sentent le plus malheureux le plus longtemps possible et avoir l'air idiot le plus souvent. La France doit sortir de l'Union européenne. Oui. De cette Union européenne, qui n'est pas une Union européenne, qui est une dérive technocratique qu'on aurait dû éviter. L'Asie, c'est le futur. C'était le futur il y a 20 ans. Maintenant, j'aurais plutôt tendance à dire que ce sera l'océan Indien. Aujourd'hui, le travail permet de survivre. Le travail salarié, oui. Je suis fier d'être français. Tout à fait. Tout est économique. Faux. Il y a des tas de sujets qui ne sont pas économiques. Vous avez des valeurs extrêmement importantes qui ne sont pas des valeurs de marché. La France aurait dû investir dans le Bitcoin. Sûrement pas. C'est pas son boulot. Son boulot, c'est de nous faire une monnaie qui tienne la route, pas de dire je suis incapable de faire une bonne monnaie, donc je vais acheter du Bitcoin. Et le Bitcoin, ça n'a un avantage que parce que les États ne peuvent pas intervenir. Si les États interviennent dans le Bitcoin, ça cesse d'être intéressant, faut le vendre. Il faut investir dans les énergies fossiles. Bien sûr, il n'y en a pas d'autres. Si, enfin, il y a l'énergie nucléaire, mais ça prend 10 ans. Le programme économique du nouveau Front populaire est réaliste. Si vous le dites. Le programme économique du Rassemblement national est réaliste. Même remarque. Je savais pas qu'il connaissait quelque chose en économie. Le problème, ce sont les riches. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de riches. Oui. Il y a beaucoup trop de pauvres. L'immigration est une chance pour l'économie. Je sais pas, si vous exportez des bacs plus 7 et que vous importez des bacs moins 7, je ne crois pas que l'économie va s'en porter bien. C'est ce qui se passe en ce moment. Donc non, c'est pas une chance. C'est ce qu'on a, les gens qu'on importe ne sont pas des gens qui sont intéressants pour l'économie. Puisqu'on passe dans une économie de la connaissance et que les pauvres vieux, ils savent rien. On doit passer à une 6e république. C'est la mauvaise question, parce que la bonne question, c'est est-ce que la démocratie représentative est foutue? Et la réponse est oui. Donc, par quoi faut-il repenser la démocratie représentative? Par le souverain, c'est-à-dire que le souverain soit appelé à voter, surtout comme en Suisse. Et ça peut être fait dans le cadre de la Constitution de la 5e. On n'a pas besoin de changer, puisque le référendum est prévu. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel entretien avec Charles Gave. J'ai pu échanger avec lui pendant plusieurs minutes, notamment sur l'état de l'économie en France. Un sujet dont on parle beaucoup en ce moment et dont Charles Gave a un avis assez tranché sur le sujet. Comme tous les entretiens qu'on vous propose, gardez à l'esprit que ce sont les opinions de nos invités que vous entendez. Les faits sont fact-checkés dans un commentaire épinglé en description. Il vous permet de vous renseigner de manière plus approfondie encore sur le sujet. J'espère que cet entretien vous plaira. Bonne vidéo. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement, en quelques phrases, ce que sont la dette et le déficit public? La dette, en bonne théorie économique, ça n'est rien d'autre que des impôts différés. C'est-à-dire que vous votez un budget, il est en déficit, c'est-à-dire que vous avez des dépenses qui sont supérieures aux recettes, et donc pour combler le trou, vous émettez de la dette. Et cette dette est donc la dette qui existe aujourd'hui est le résultat des déficits passés. Alors là, je voudrais faire une remarque, c'est que je crois que le dernier équilibre budgétaire que nous ayons eu, c'était avec Monsieur Barre, je crois en 78. Je vais me tromper, mais c'était à peu près là. Et en 78, et depuis, nous avons toujours eu des déficits. Or, la démocratie, c'est le vote des impôts par les citoyens. Donc, dans une vraie démocratie, ceux qui payent les impôts devraient voter, par exemple, pour un déficit. Et à ce moment-là, ça pose la question essentielle, c'est cette dette, elle sera repayée par nos enfants ou nos petits-enfants. Et ils n'ont pas voté pour ces dépenses. Donc, un déficit budgétaire est antinomique avec un régime démocratique. En principe, le budget devrait être voté par la représentation nationale uniquement en équilibre, puisque tout le reste n'est pas voté par ceux qui paieront. Du coup, ça voudrait dire qu'on ne vit pas en démocratie? Mais ça veut dire que ça fait 30 ans, 40 ans qu'on n'est plus en démocratie, c'est non, depuis que, regardez, aujourd'hui, il n'y a même plus la vraie moitié des Français qui vont voter. Pourquoi vous votez? Vous votez contre l'Europe, on vous l'impose quand même. Vous votez pour ceci, on fait pas attention. Vous votez aux élections législatives, on fait des combines d'état-major pour éviter que le parti qui a vraiment gagné soit au pouvoir. Donc ça fait 40-50 ans qu'on est gouverné par une démocratie non représentative. Et il représente rien d'autre si ce n'est les fonctionnaires qui la gèrent. S'il y avait une meilleure représentation, selon vous, il n'y aurait pas de dette? Ou elle serait moins grande? Je dis pas, c'est dans l'autre sens. Je dis, si on était une démocratie, il ne pourrait pas y avoir de dette, puisque vous ne pourriez pas imposer à des gens du futur de payer des impôts pour votre satisfaction d'aujourd'hui.
si vous voulez que l'État fasse 60% du PIB, des dépenses, eh bien, il faut que vous votiez des recettes à 60%. Là, ce que vous faites, c'est que vous votez des recettes à 40% et que vous allez dire, mes petits-enfants paieront les 20% restants. C'est tout sauf démocratique. C'est un déni de démocratie totale, le déficit budgétaire. C'est ceux qui le votent, ils se votent des augmentations et c'est leurs petits-enfants qui seront dans la misère. C'est exactement le contraire d'une démocratie. Est-ce qu'il faut avoir peur de ça? Il faut jamais avoir peur. C'est complètement idiot d'avoir peur. Si vous avez peur, vous raisonnez de travers. Donc, il faut simplement dire, aujourd'hui, nous ne sommes pas en démocratie. Il n'y a rien dans aujourd'hui qui est en démocratie. Il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Nous avons des déficits budgétaires monstrueux. Il n'y a aucun audit des dépenses de l'État. Personne ne sait où passe le pognon. Je veux dire, mais c'est extraordinaire. On ne sait rien. Et la presse ne fait pas son boulot. La presse, c'est des derniers à être au courant, apparemment. Ce que me disait un de mes amis récemment, c'est il y a deux sortes de journalistes en France. Ceux qui sont honnêtes et ceux qui ont un boulot. C'est difficile d'être journaliste aujourd'hui? Dans la presse officielle, oui, c'est abominable. Est-ce qu'un jour on va rembourser la dette? Est-ce que c'est grave justement d'avoir cette dette-là? Non, mais attendez une seconde. Il faut avoir peur si vos revenus dépendent de l'État. Si vous êtes un fonctionnaire payé par l'État à faire un boulot que 3 autres personnes font déjà dans la ville dans laquelle vous êtes, il est probable que quand on va se retrouver dans une situation similaire à l'Argentine, il y en a plus qu'un sur 4 qui sera payé. Ça va arriver, selon vous? On va se retrouver dans une situation similaire. C'est inévitable, puisque si vous empruntez à 3% et que vous investissez à 0, au bout d'un certain temps, l'exponentiel à 3% croît beaucoup plus vite que l'exponentiel à 0 et vous sautez. C'est là où on est en France. Donc, si aujourd'hui, les dépenses financières augmentent à une allure extraordinaire, et elles vont pas, aujourd'hui, le premier dépense de poste de l'État, je crois, l'année prochaine, ça va être le service de la dette au-dessus de l'éducation. Et donc, il va falloir couper. Et ça, on peut pas ne pas le payer. Puisque si on le paye pas, on fait défaut. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe si on fait faillite, si on rembourse pas notre dette, si on décide que la dette, on peut pas la rembourser? Plus personne va nous prêter. Et comme plus personne ne va nous prêter, la seule façon où on pourra acheter des biens à l'extérieur, ce sera d'avoir un excédent de notre balance commerciale. C'est-à-dire qu'on va devoir passer d'un déficit qui est assez considérable à un excédent en l'espace de 2 jours, littéralement. Et ça se passera par un écroulement des importations et du niveau de vie. Même si on est dans l'Union Européenne et que l'Union Européenne... Mais qu'est-ce qu'elle va faire l'Union Européenne? Elle va continuer à nous payer pour qu'on paye des gens à rien foutre. L'Allemagne, aujourd'hui, est dans une récession profonde et elle est en train d'essayer de s'en sortir en réorganisant son appareil de production et en devenant de plus en plus vertueux. Si la France devient de plus en plus vertueuse et que nous, on est gouverné par les crétins à l'Assemblée, vous pouvez pas rester dans le même taux de change. Déjà, l'industrie ne fait plus que 8 à 9% du PIB. Elle tombera à 0. Donc, si vous voulez, il faut faire une différence. Vous avez la création de valeur marchande, qui est faite par le secteur privé. Et puis, vous avez la création de monnaie. Et créer beaucoup plus de monnaie qu'on crée de valeur, ça s'appelle la planche à billets. Ça se termine toujours, comme on l'a vu en Argentine, au Venezuela, à Cuba, tout pays vénéré par la gauche en France. Tous ces pays-là terminent avec une baisse du niveau de vie considérable. Eh bien, à partir du moment où si on vit, c'est un peu aussi crétin d'imprimer de l'argent en pensant que ça ferait de la valeur, que d'imprimer des diplômes en disant que ça va permettre aux gens d'avoir des bonnes situations. C'est pas parce que vous avez aujourd'hui, il y a 90% des Français qui ont leur bac. Eh bien, c'est pas pour ça que vous avez 90% des gens qui peuvent être des intellectuels. Vous imprimez des diplômes qui sont des faux diplômes, c'est comme de la fausse monnaie. Aujourd'hui, le bac, c'est comme un faux diplôme pour vous? Le bac, c'est... Moi, quand j'étais gamin, passer le bac, c'était la galère, hein. J'ai eu du mal, d'ailleurs, mais ça veut rien dire. Relisez simplement les copies de certificats d'études des gens des années 45-50, et vous vous rendez compte que il n'y a pas un gars d'aujourd'hui, il y a beaucoup des gars qui passent le bac ne serait pas capable de passer le certificat d'études. Vous savez, on faisait partir un train de Lyon qui arrivait à Paris, puis il y avait l'autre qui partait dans l'autre sens. Il fallait calculer quand ils allaient se croiser, je pense encore. Vous en avez les souvenirs encore marqués. C'était la galère. Je vous arrête un petit instant. Si vous êtes jusqu'ici dans la vidéo, c'est qu'elle vous intéresse. Si vous voulez voir d'autres contenus du même genre, pensez bien à vous abonner. Je vous laisse. La dette augmente.
Alors, on aime bien nous dire que nous sommes l'équivalent d'un ménage qui va laisser une dette à ses enfants. C'est parfaitement faux. Je l'explique bien dans la BD. Vous savez, en comptabilité, quand vous avez une dette, vous avez un actif. Si vous êtes un ménage, vous avez une dette parfois, mais vous avez aussi des appartements. Dans le cas de la France, le patrimoine couvre la dette publique. C'est-à-dire que les générations futures héritent d'un patrimoine et pas d'une dette. C'est comme si vous aviez une dette de 500 000 euros et un patrimoine de 600 000 euros. Dans ce cas-là, vous héritez de 100 000 euros. Donc, c'est important de dire que... C'est un homme de gauche, il comprend rien à l'économie, vous pouvez couper. Vous pouvez couper, on peut pas dire des bêtises grosses comme ça. Il y a une légère différence. C'est que la dette, c'est pas la dette de la France, c'est la dette de l'État français. Et le patrimoine, il n'est pas à l'État français, il est aux particuliers français. Donc ce monsieur est en train de nous dire, tranquillement, que le droit de propriété, ça n'existe pas. Et donc il dit une connerie grosse comme lui, parce que sans droit de propriété, vous n'avez pas de croissance économique. Oui, mais le château de Versailles, par exemple, c'est un patrimoine français Oui, qui mais qui appartient va à l'État l'acheter français. Qui c'est qui va l'acheter? Vous allez on va pas le démonter pour l'amener aux États-Unis. La Tour Eiffel. Et puis en plus, on a fait des calculs sur la valeur du patrimoine français. Et le patrimoine public, compte tenu de la dette publique, est à moins 400, moins 500 milliards, facile. Donc ce monsieur dit n'importe quoi. Il comprend pas la comptabilité en partie double, et il comprend pas la notion de droit de propriété. Et il se dit économiste. Or, il n'y a jamais eu de croissance économique dans un pays s'il n'y a pas le droit de propriété. Pourquoi je me défoncerais pour laisser un État, pour qu'il me vendrait les immeubles que j'ai achetés, parce que j'ai bossé comme un fou, pour le donner pour transférer du pognon à des gens qui bossent pas? C'est même pas envisageable. L'économie, c'est la création de valeur. À partir d'aujourd'hui, dans le budget aujourd'hui, les dettes qu'on crée ne créent aucune valeur. Il n'y a pas de valeur ajoutée. La seule valeur ajoutée, c'est créée par le secteur privé. Et la question que je pose toujours, c'est très bien. Vous avez embauché, j'ai fait des travaux savants, je pourrais vous les envoyer si ça vous amuse. Avec plaisir. Donc je montre que chaque fois que vous embauchez un fonctionnaire, le poids de l'État dans l'économie augmente, puisque vous avez embauché un fonctionnaire. Hein. Et quand vous avez embauché un fonctionnaire, ça met trois personnes au chômage. Parce que les gens que vous payez ici, ils sont payés par le secteur privé, du coup, ils ne peuvent pas embaucher les gens. C'est-à-dire que vous avez une relation complètement parfaite entre le poids de l'État dans l'économie. S'il augmente, un an plus tard, le chômage augmente. Si le poids de l'État baisse dans l'économie, un an plus tard, le chômage baisse. Donc, si vous voulez cette idée que le poids de l'État dans l'économie n'a aucune importance, c'est complètement crétin. Mais vous m'avez fait couper la vidéo, mais juste après, il parle du fait que les gens investissent quand même davantage en France parce qu'on fait confiance à la dette française par rapport à une dette qui serait dans un pays. Je veux bien, mais le jour où les gens faisaient confiance à la dette anglaise, qui était le gilt, c'était la monnaie de réserve du monde, c'était la dette anglaise, et ça c'était en 1935. Et en 1975, 40 ans après, le FMI était à Londres. C'est-à-dire, le FMI le FMI était à Londres pour dire à l'État britannique comment il devait gérer. Donc, si vous voulez, l'année prochaine, il va falloir trouver entre 350 et 400 milliards d'euros sur les marchés. Comment on fait? Là, je sais pas quel est l'imbécile qui va nous prêter. Puisqu'aujourd'hui, si vous voulez, on est incapable de rembourser. Vous faites tourner n'importe quel tableau Excel, et vous vous rendez compte qu'on ne remboursera jamais.